Retour sur le plateau d'Equinox ce soir, deuxième partie, le débrief avec nos invités. Maître Simon-Serge Kakak, militant UPCiste et président de l'association juriste d'Afrique pour la bonne gouvernance. Fils Youth, militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Eugène Ngahan, militant du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, régional adjoint littoral 1 de cette formation politique, et bien sûr Didier Yimkwa, militant écologiste et coordonnateur, jusqu'à ce qu'on ait la note, coordonnateur régional du FSNC pour le littoral. Je reviens avec vous, messieurs, sur cette question débattue dans la première partie de cette émission en rapport avec ce rapport de la Chambre des comptes, même si vous estimez que le document n'est pas signé et que pour l'instant, comme le disait Maître Kakak, cela n'a aucune valeur juridique. En tout cas, on l'indiquait, c'est un document qui ressemble un peu à celui qui a circulé sur les réseaux sociaux il y a plusieurs semaines et qui n'a jamais été démenti. Donc, c'est un sujet qui mérite quand même une attention. Maître Simon-Serge Kakak, il y a des éléments qui ont été évoqués dans le journal en rapport avec ces irrégularités-là. On insistait notamment sur la question, par exemple, de l'attribution des marchés, et ça fait l'objet de l'analyse que vous avez déployée tout à l'heure. Il y a quand même un certain nombre, il y a quand même un process, il y a quand même un certain nombre de règles qu'il faut respecter, non seulement pour ce qui concerne de façon globale la gestion publique, mais surtout, par exemple, sur la question de la passation des marchés publics. Oui, tout à fait. Duval, ce que je vais d'abord dire, pour rectifier un peu, bon, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai dit que ce rapport, de mon point de vue, parce qu'il n'est pas signé, n'a aucune valeur juridique. Oui. Ça, c'est une vérité de la palisse. Bon, je vais quand même me permettre de dire que ce que nous faisons là maintenant, c'est une exploitation, parce que dans notre jargon, on dit souvent qu'on peut exploiter certains éléments à titre de simple renseignement. Mais ces renseignements nous permettent quand même de planter les décors. Je pense que c'est ce que nous faisons. Ça, je tenais à le préciser. Maintenant, je reviens sur les informations que j'ai pu glaner à partir du journal parlé de 20h. J'avoue que beaucoup de ces informations n'ont fait que me conforter dans ma position. Parce que j'ai, tout à l'heure, je vous ai fait observer que ce qui m'a frappé lorsque j'ai eu le privilège de lire ce document, c'est que les procédures n'ont pas été respectées. Donc le principal problème qui ressort de ce document non signé, c'est que les procédures de passation de marché n'ont pas été respectés. Et nous savons que c'est un stratagème de détournement. Quand les gens veulent détourner de l'argent, ils ne respectent aucune procédure. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que nous autres, nous attendons la publication du vrai rapport pour tirer les conséquences. Mais ce qui est sûr, vous-même, vous avez vu ce qui a été développé là au journal, tout le monde voit que les procédures n'ont pas été respectées. C'était les marchés spéciaux. Généralement, quand les gens veulent passer, comment dirais-je, quand les gens veulent poser les actes illicites, ils aiment tous les raccourcis. Les marchés spéciaux, c'est un très bon stratagème. Mais vous avez en face des gens qui estiment que la situation d'urgence imposait que cela se passe de façon spéciale. Non, vous savez, Duval, peut-être ils ont changé, c'est un problème de sémantique. Ils sont passés de situation, ils appelaient ça, procédure d'urgence à procédure spéciale. Parce qu'en fait, le problème est le suivant. Lors des marchés de la canne, on a toujours parlé des fameuses procédures d'urgence, alors que les gens avaient largement le temps de respecter les procédures normales. Maintenant, on va vous dire que oui, le Covid est arrivé, il fallait trouver une solution tout de suite, il fallait passer par des marchés spéciaux. Je suis d'accord. Mais sauf que là également, ils devaient quand même prendre le temps de regarder le profil des bénéficiaires de ces marchés. Mais malheureusement, on a eu l'impression que ceux qui ont bénéficié de ces marchés, c'est des amis qu'on est allé chercher au quartier, qui n'avaient jamais, j'allais dire, soumissionné à un quelconque marché. Non, au-delà même de la soumission, qui n'avaient même pas d'expérience et d'expertise dans le domaine. Tout s'est passé comme si c'est des amis qu'on cherchait au quartier et à qui on donnait les marchés. Donc, en fait, c'est de ça qu'il est question. Mais pour le moment, n'allons pas vite en besogne. Je pense que les professionnels, les fins limiers, les OPJ du tribunal criminel spécial, qui sont des grands professionnels de l'enquête, sont à pied d'œuvre. Je pense que d'ici à là, on aura
le résultat. Donc pour moi, ce rapport nous donne déjà les prémices de ce qui va arriver. Bon, mais pour le moment, n'allons pas vite en besogne, laissons les choses aller d'elles-mêmes, laissons le professionnel faire le travail. Jean-Claude Fils-Wood, la suite, ça va être quoi? Tout à l'heure, il y a un panéliste qui indiquait, je crois que c'était Eugène, qu'au RDPC, ça crée des frissons, il y a comme un mouvement de panique, puisque la plupart des personnes qui seraient impliquées dans cette affaire sont des camarades du RDPC. Nous sommes le parti au pouvoir. Et nous sommes au pouvoir et nous remercions le peuple camerounais d'avoir renouvelé sa confiance au président de la République au soutien du 7 octobre 2018. Avec des PV non signés. Le secrétaire général du comité central du RDPC, il a dit que nous suivons avec beaucoup d'attention le déroulé et que nous ne sommes pas là pour pouvoir cacher ou bien couvrir ou défendre ce qui sera démontré par la justice. Et pourtant, le sentiment qu'on a, c'est que vous... et les complices... Non, le sentiment qu'on a pourtant, c'est que vous défendez vos camarades de bec et ongle, parce que Non, ici, nous faisons faire valoir la notion de présomption d'innocence. Et que nous ne nous mettons pas tout de suite, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Nous disons tout simplement que tant que la justice n'a pas encore prononcer une décision ou bien apporter des éléments de preuve sur ce nombre de choses, la notion de présomption d'innocence doit être la règle, le principe. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez, nous sommes en si peu de temps en train d'évoluer. Nous étions à la première partie de l'émission en train d'appeler cela le rapport de synthèse qui n'était même pas un rapport engageant la Chambre des comptes, mais du tic au tac tout à l'heure, nous appelons ça déjà rapport de la Chambre des comptes. Maître Kakak, vous n'avez pas encore vu le rapport de la Chambre des comptes. Donc, ce qui veut dire rester sur la notion de rapport de synthèse et qui n'engage pas encore même cette institution. C'est d'abord ça. Et c'est sur cette partie-là où nous disons que restons prudents. Et disons-nous que la lumière sera faite, la preuve en est que c'est une volonté du chef de l'État. Je vous rappelle que dans les dispositions du décret portant répartition des fonds Covid, il y avait déjà l'article 5 qui disposait que la Chambre des comptes est l'institution qui sera même de pouvoir procéder à l'audit des comptes. Donc, ce que vous voulez dire que toutes les dispositions sont déjà prises même initialement depuis la répartition. On est bel et bien ici dans le déroulé. À partir de ce moment-là, pourquoi on ne peut pas tout simplement attendre le véritable rapport qui est clair qu'il sera rendu public, même d'après la loi portant transparence de la gouvernance de l'État. Donc, ce qui veut dire que rien ne peut être caché sur ce plan-là. Et nous savons très bien les hautes institutions du président de la République qui ont été répertoriées par le SGPR sur la situation d'ouvrir des enquêtes afin d'avoir la partie du contradictoire. Parce qu'en réalité, il y avait un rapport d'étape qui avait fuité, mais c'était un rapport d'étape. Mais de ce rapport d'étape, on ne nous a jamais dit maintenant les conclusions des différentes auditions. Parce que tel que la justice est organisée, c'est qu'il y a la défense et l'accusation. Et là, sur ce plan-là, nous devions toujours nous en tenir sur le fait qu'il y a eu maintenant possibilité aux différents membres du gouvernement d'apporter leur position, leurs éléments de preuve contraire. Mais quand vous parlez de contradiction, ce n'est pas encore l'instruction. Par rapport... Ce n'est pas encore l'instruction. Non, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu des auditions. Ils ont été audités. Entendu sur procès verbal. Ça donne quand même une consignation sur procès verbal de leur position qui doit même être maintenant opposée et comparée et superposée par rapport au rapport d'étape qui avait couru dans les réseaux sociaux. Donc ici, nous sommes convaincus maintenant que la partie de l'accusation qui peut être comme le rapport d'étape et maintenant les auditions qui ont eu lieu jusqu'au très haut niveau, vous vous souvenez le balai des auditions au niveau du tribunal criminel spécial. Donc, attendons tout simplement maintenant ce rapport et nous pourrons analyser. Mais tout le monde bénéficie de la notion de présomption d'innocence. Est-ce que vous croyez que ce rapport reviendra, Eugène Gaal? Bien. Puisqu'on a entendu certains cadres du RDPC sur des plateaux indiquer que en raison de la délicatesse du sujet et pour la raison d'État, il est fort probable qu'on n'ait pas d'informations précises sur
ce rapport de gestion des fonds Covid? Très bien. J'ai indiqué déjà ici le volte-face qu'a opéré la représentation nationale, qui avait inscrit à l'ordre du jour, n'est-ce pas, l'examen de ces questions, et qui, pour des raisons qu'on ne connaît pas, a dû retirer cela. À ma lecture, quand je m'interroge, c'est parce que elle aurait constaté l'ampleur, n'est-ce pas, des dégâts. Elle aurait constaté certainement du fait du concubinage incestueux que je vais indiquer entre les parlementaires et le gouvernement et leur implication dans ce Covid-Gate. Voyez-vous, parce qu'il ne faut pas ignorer que, il faut le rappeler, le nom de quelques parlementaires avait circulé comme étant des personnes qui ont pris part, n'est-ce pas, dans ces marchés-là. Ceci dit, quand nous faisons, nous jetons un regard rétrospectif, nous nous rendons compte que ce gouvernement, comme l'a indiqué le président Maurice Kamto dans une de ses récentes sorties, ce gouvernement, par mépris pour le peuple et dans leur condescendance qu'on le connaît, n'a jamais daigné rendre compte au souverain qu'est le peuple. Quand on regarde ce qui s'est passé avec la CAN Gate, je fais allusion à la CAN qui avait glissé, selon leur expression, rien n'a été fait comme étude, comme enquête autour de cette question-là. Je voudrais préciser pour rappeler ici que... Est-ce que vous croyez qu'il est opportun que des enquêtes soient faites, que les responsabilités soient établies maintenant sur cette affaire de Cannes alors que le Cameroun est en train de se préparer à recevoir la compétition? Est-ce que cela n'est pas inopportun? En tout temps, lorsqu'un franc, n'est-ce pas, du contribuable est engagé, il doit avoir un contrôle. Et lorsque des responsabilités sont établies, qu'il y a eu des fautes de gestion ou bien des détournements, la justice doit se mettre en branle. C'est ça une démocratie. Oui, mais en fait, je voulais juste apporter une parenthèse. Hein. Oui, maître. En fait, c'est vous qui avez la parole. Ce que Duval voulait simplement faire observer, c'est qu'il y a quand même la question de l'opportunité de poursuite. Hein. Par exemple, que nous attendons l'organisation de la compétition, pendant que nous attendons la tenue de la compétition. Et bon, du point de vue quand même de beaucoup d'observateurs, il n'est pas opportun qu'on engage des procédures maintenant, mais ça peut arriver après la compétition. Oui, ce que je voulais faire remarquer... Parce que justement, en matière pénale, il y a le principe de... Je comprends bien, maître, mais ce n'est pas ce que j'indiquais. Je voudrais faire remarquer simplement que depuis cette affaire de Cannes avorté, rien n'a été fait dans ce sens, apporter la lumière tout au moins autour de la question. Je le dis pourquoi. C'était pour indiquer que cette question de Covid-Gate est mise sur la table parce que le FMI l'a exigé. Vous comprenez bien, ce n'est pas de la volonté du gouvernement de faire la lumière sur la gestion des fonds publics. C'est exactement parce qu'il y a une entité étrangère au Cameroun qui a, n'est-ce pas, des pouvoirs sur l'État du Cameroun qui a formulé cette exigence et qu'aujourd'hui on a ce qu'on a concernant le Covid-19. Bien évidemment, le gouvernement va tout faire comme ils sont en train de faire pour étouffer l'affaire. Voyez-vous, j'ai indiqué déjà le fait que la représentation nationale est, pour des raisons inexpliquées qu'on ne saurait comprendre, retirer de l'ordre du jour cette question qui avait été inscrite pour examen de cette affaire, du moins du rapport de la Chambre des comptes. Pour nous, nous sommes confiants, nous attendons, nous pensons que la justice, parce que on l'a indiqué, les magistrats de cette auguste chambre, c'est des brillants magistrats, ils ne se laisseront pas manipuler et que le rapport final sera transmis à la justice pour que des personnes qui seraient convaincues de malversation soient punies conformément à la loi, comme a indiqué le président Maurice Kamto dans sa dernière sortie. Dis-moi quoi, sauf si vous voulez revenir sur ce sujet, on a quand même écouté dans le journal une affaire assez rocambolesque. Pour une affaire de spaghetti, un homme a décidé de couper un membre. Oui, avant de revenir sur cette histoire quand même qui ressemble à une tragédie, je voudrais
apporter un argumentaire sur le Covid-Gate. Vous savez, Duval, le système politique actuel qui a une coloration néocoloniale, une petite coloration, ça fait 60 ans quand même, néocoloniale, a engendré des niches de bourgeoisie. Vous avez la bourgeoisie administrative, la fonction publique. Vous avez la bourgeoisie militaire, parce qu'il y a aussi des militaires qui sont bourgeois. Vous avez la collusion entre les hommes d'affaires et ces niches de bourgeoisie. Vous avez aussi la collusion entre les hommes politiques et ces niches de bourgeoisie. Ce qui fait que ça complexifie l'affaire. Je suis heureux que mon camarade du RDPC prenne des distanciations. Parce que je ne suis pas sûr que c'est une affaire de parti politique, c'est pas une affaire de tribu, c'est pas une affaire de secte ou bien de religion. Vous voyez que ces connexions-là, vous y trouvez tous les représentants des communautés dans cette connexion, qui est une connexion mafieuse. Moi, je pense que ils se tiennent parce qu'ils se connaissent. L'équilibre de la terreur, comme on a vu avec cette affaire de Cestep, qui est en train de finir, là, c'est en train de disparaître, alors qu'ailleurs, ces prédateurs sexuels seraient aujourd'hui soit à Nebel, soit à Kondegui, parce que c'est une histoire des réseaux, l'équilibre de la terreur, ils se tiennent, l'affaire est en train de partir comme ça. Là. Et il faut bien que ça finisse un jour. Mais l'affaire de Covid-Gate, moi je pense qu'il faudrait que les magistrats qui ont entre leurs mains aujourd'hui notre espoir, notre espérance, ne lâchent pas cette histoire. Et je suis heureux que ce soit le président de la République qui ait déclenché cette enquête. Parce que c'est trop. Parce qu'il va, je répète, soit de la dignité humaine et surtout de la sécurité de l'État. Parce que lorsqu'on vole des milliards, c'est pas pour aller manger, c'est pas pour aller s'acheter des grands vêtements comme ce que j'ai sur moi, cette tenue d'apparat. C'est vrai que ça coûte un peu cher. Félicitations. Mais ça ne coûte pas 1 milliard de francs. C'est pour entretenir des gangs. Et nous n'en sommes pas si éloignés quand même. Voilà. Ça ne coûte pas 1 milliard, ça fait pas 500 millions. Bon, je reviens donc sur cette histoire de cette jeune fille qui a perdu un pied. Faut-il interroger la société? Mais je pense que c'est un crime prémédité. Parce que lorsque vous écoutez cette jeune fille, elle nous a raconté qu'elle partait, revenait. Donc Non, en fait, l'histoire de Spaghetti n'est qu'un prétexte. Oui, donc le monsieur a coupé le pied, parce que c'est ce pied-là qui l'aidait à partir et revenir. Sans être peut-être féministe, moi je pense que c'est vraiment une tragédie humaine. Ça fait mal. Je n'ai pas pu regarder quand même les images, mais je suis heureux qu'elle soit vivante, qu'elle soit en vie et qu'elle va pouvoir se surpasser l'acte et accepter de vivre avec un seul pied. Mais ce monsieur-là, moi j'aurais souhaité que lui aussi qu'il ait un pied coupé. Parce que oui, parce qu'il faut faire attention. C'est la loi du talion. Parce qu'il faut faire attention. Chez les musulmans, lorsque vous volez, on vous coupe. Ils ont la loi de charia. Ce qui vous a servi. Coupé parce que vous avez volé avec la main, il faut qu'on coupe cette main-là. Parce que ce monsieur, je ne sais pas s'il a fumé avant de faire ce qu'il a fait là. Lorsqu'il va aller faire 20 ans, je ne serais pas surpris que Maître Kakar soit son défenseur demain. Il est introuvable pour l'instant. Ah, on ne l'a pas encore arrêté. Mais on va l'arrêter. Donc il doit être puni à la hauteur de son crime. Parce que ça, c'est un crime. Alors, avant de revenir à Claude, quelle est votre analyse de ce fait? Cette histoire quand même assez... C'est une tragédie, hein, il faut le dire, c'est véritablement une tragédie. Et il faut jeter un regard, n'est-ce pas, global sur l'état des lieux de notre société. Il faut s'interroger. Comment est-ce qu'il y a une certaine multiplicité des cas pareils dans la société de nos jours? Alors, on a envie de se demander comment en est-on arrivé là pour que il y a une sorte d'ensauvagement de la vie sociale.
pour que on égorge une personne par là, et qu'aujourd'hui c'est une dame qui se voit amputée de sa jambe pour une question banale de spaghetti. Véritablement, il faut aller plus loin pour comprendre un peu même la psychologie des Camerounais actuellement. Parce que pour qu'un homme vienne à poser un pareil acte, il faut interroger sa psychologie. Il faut comprendre ce qui est ambiant, parce qu'il y a une ambiance globale qui amène les Camerounais à commettre de pareils actes. Et ça, cela a un lien direct avec le délitement, n'est-ce pas, de la vie sociale. Parce que pour qu'un homme se comporte comme un animal, il faudrait bien qu'il y ait une dégradation de son mode de vie. Et nous pensons que cet acte n'est pas trop loin de comment le Cameroun a été géré jusqu'ici pour que les Camerounais se comportent de la sorte. Parce qu'il y a effectivement un problème de gouvernance. Si les gens sont bien gérés, si le pays est bien gouverné, de moins en moins on va voir ces actes barbares parce que les gens seront occupés à vaquer à leurs occupations. Enfin, avant que tu ne me dises qu'aux États-Unis, il y a la mauvaise gouvernance, ou en France, hein, parce qu'il y a des cas pareils. Oui, mais chaque société a ses réalités. Aux États-Unis, par exemple, on vous dira que la jeunesse, globalement, qui commet ces actes, est sous l'emprise des stupéfiants et autres, qui conditionnent les actes qu'ils posent. Voyez-vous. Alors, fils Youth, il y a, au-delà de cet acte qu'on a regardé, de cette affaire qu'on a écoutée dans le journal, qu'on a regardé dans le journal de 20h, il y a comme une sorte de violence généralisée. On parle là d'un cas de violence physique, mais on sait que dans nos villes, notamment dans les grandes villes, il y a une recrudescence de la violence verbale même. On le voit dans les rues, oui, avec les usagers de la route. Il y a des choses à relever. Et déjà, lorsqu'on est face à une victime, parce que cette dame qui se voit amputée d'un membre et qui va vivre le reste de ses jours étant déjà en situation d'handicap, il y a de quoi quand même dire que quelle qu'en soit la faute, est-ce que cette faute-là mérite être punie peut-être pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que même certaines peines à condamnation à perpétuité sont parfois voilà, voilà, exactement. Bon, mais ici, la dame, à chaque fois qu'elle va se mirer, elle s'en souviendra, et à chaque fois. Et c'est là où nous disons que c'est pas bon. Et ici, pour être complet sur l'affaire du Covid qui a fait l'objet du débat ici aujourd'hui, nous disons que le gouvernement, lui, il est en train d'apporter un certain nombre de garanties qui démontrent que les enquêtes sont en cours. Mais ce n'est pas le cas au niveau du MRC qui est en train de vouloir être des donneurs de leçons ici. Pourtant, l'affaire Survivol n'arrive pas à nous dire, malgré 3 audits qui nous ont commandés, ils ne nous démontrent pas effectivement. Permettons à Maître K de réagir. La gestion des fonds Covid est une gestion des fonds à tous les niveaux. Merci. On a fait un audit rendu. Merci. C'est Maître K qui a la parole sur le sujet. On est en train de sortir l'émission. Maître K, comment vous allez intervenir sur quelle casquette? Comme avocat, comme parent? Non, comme avocat, comme un acteur de la gouvernance. Ouais. J'avoue que le problème qui se pose à travers ce scandale, c'est le problème de l'abrutissement de notre société. Absolument. Et j'ai l'impression que tous les ingrédients sont réunis dans les centres de formation, c'est-à-dire ces centres qui sont chargés d'inculquer une certaine éducation à nos enfants pour que nous en arrivons là. L'abrutissement de la société, c'est un problème, ça devient un phénomène. Il faut qu'on trouve des solutions. Parce que, c'est vrai, dans l'article, on ne nous a pas, comment dirais-je, décrypté ce que j'appellerais la personnalité de ce garçon. Mais certainement que c'est un jeune. Parce que la fille, si j'ai cru, elle a 23 ans. Le gars, je crois que c'est aussi un jeune. Bon, c'est une histoire de jeunesse qui reçoit une formation totalement biaisée. Okay. Maintenant, il se pose un autre problème, c'est par là qu'il veut sortir.
Qui ne reçoit pas de la notion... En quelques secondes, parce qu'on est... oui, la notion de la vie conjugale chez nous doit être suffisamment encadrée. Encadrée sur le plan juridique, encadrée sur le plan spirituel, encadrée sur le plan sociologique. C'est autant de choses. Mais je pense que cette question du Val doit faire l'objet d'un autre débat ici. Très bien. Qu'on essaye, j'allais dire, de décrypter ce sujet en profondeur. Ok. C'est pas là que merci, maître Simon-Serge Kakak. Vous êtes militant UPCiste, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et président de l'association Juriste d'Afrique pour la bonne gouvernance. Merci à Fils Youth du RDPC. Merci également à vous, Eugène Garan du MRC, et à Didier Yimkwa du FSNC. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir de ce mercredi 30 juin 2021. Un clin d'œil à notre confrère Michel Éclador-Pécois, directeur de publication de Ouest Echo, qui va passer sa deuxième nuit en cellule au tribunal, au parquet du tribunal de Bafoussam. Bonsoir chez vous.